Les tentatives de renverser Traoré se produisent désormais quotidiennement. Un homme s'est approché à quelques centimètres du capitaine Ibrahim III, à qui on a proposé 5 millions de dollars pour l'abattre en avril 2025. Il a refusé, et le président a survécu. Après avoir dévoilé la conspiration, tout a changé. Depuis, la situation sécuritaire au Burkina Faso n'a jamais été aussi stable. Toutes les forces redoutent désormais de tenter un coup d'État. Mais qu'a fait Traoré? Enquêtons. Lorsqu'un président découvre qu'un de ses gardes du corps a été tenté par un pot de vin d'1 million de dollars pour l'assassiner, il ne ferme pas simplement les yeux pour dormir. Pierre par pierre, il rebâtit la forteresse qui l'entoure, cette fois avec des lance-flammes sur chaque mur. C'est exactement ce qu'a accompli le capitaine Ibrahim Traoré. Sa réaction, après la révélation publique de la tentative d'assassinat de 5 millions de dollars, fut immédiate, froide et déterminée. Sans discours, il a instauré ce que certains initiés appellent l'idéologie du verrouillage, une réorganisation silencieuse mais totale de son entourage, des priorités, des procédures et des personnes. Au cœur de ce changement se trouvait une nouvelle politique de sécurité, privilégiant la surveillance aux cérémonies et la loyauté au grade. Réorganiser la garde présidentielle, infiltrée par des rumeurs de trahison, fut sa première mesure. Un niveau inédit de vérification des antécédents fut mis en place, des équipes entières furent restructurées, et de nouveaux agents furent recrutés dans des branches méconnues. Selon certains, même les histoires personnelles, incluant les relations à l'étranger, les liens tribaux et les dossiers scolaires, furent scrutés. Mais les préoccupations ne se limitaient pas à la proximité physique. Traoré avait une vision plus large, une fuite, un signal ou une porte dérobée pouvait étouffer une révolution sans armes. Il s'est alors tourné vers l'intérieur. L'accès au téléphone dans les zones sensibles fut restreint, les réseaux de communication furent cryptés. Les consultants étrangers, surtout ceux liés à des ONG ou ambassades, furent discrètement écartés des cercles décisionnels. Plus important encore, le bureau de contre-espionnage interne, jusque-là peu actif, reçut un mandat renforcé. Il ne se contentait plus de surveiller les menaces extérieures, il devait désormais cartographier les affiliations politiques des commandants provinciaux, officiers, membres du cabinet et même chefs de police locaux. Ceux dont les loyautés étaient incertaines furent marginalisés ou relégués à des postes anodins, loin des centres de pouvoir. Enfin, il y avait les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, une arme que Traoré affûtait depuis ses débuts. Officiellement des organisations citoyennes luttant contre les insurgés dans les zones reculées, les VDP s'étaient secrètement transformés en une ligne de défense supplémentaire pour l'État. Jeunes, ruraux, pauvres et farouchement loyaux à Traoré, l'homme qui leur offrait uniforme, solde et un sentiment d'appartenance, ils contrastaient avec l'armée traditionnelle, souvent liée à des élites anciennes ou à des leaders formés par la France. Ce système a conduit à une nouvelle mobilisation des VDP, certaines unités furent retirées des zones frontalières pour être placées près des centres administratifs stratégiques, d'autres devinrent des gardiens invisibles au sein des installations militaires. Trois ne se contentaient pas de bâtir une force de contre-insurrection, ils développaient un mécanisme de défense interne contre la trahison. Pour ce faire, le ministère de l'Intérieur du Burkina Faso, à Ouagadougou, a lancé de nouvelles initiatives de suivi biométrique sous prétexte d'un programme national d'enregistrement. Cependant, des rapports suggèrent que ces technologies servent à suivre les déplacements de personnes ciblées par les services de renseignement. Les empreintes numériques s'ajoutent désormais aux traces physiques dans les efforts de surveillance. Mais il est crucial de noter que, si tout cela peut ressembler à un dictateur consolidant son pouvoir, le Burkina Faso n'est pas le Danemark. Ce pays est assiégé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Des villages sont incendiés chaque semaine par des groupes armés sans bannière. Par le biais d'ONG, des puissances étrangères murmurent que l'ordre militaire dans la région s'effondre, tandis que l'influence française, bien que discrète, persiste en arrière-plan. Les actions de Troyes, dans ce contexte, n'étaient pas une simple réponse à un danger personnel, elles constituaient une offensive tous azimuts contre un ennemi invisible. Rien n'était dit publiquement. Troyes aurait pu parader avec des arrestations ou organiser de grandioses conférences de presse pour présenter son nouveau dispositif. Ce silence délibéré était une stratégie pour instiller la peur chez les conspirateurs et les priver d'informations. Ils savaient désormais que l'homme qu'ils avaient tenté de tuer non seulement avait survécu, mais qu'un complice avait parlé, qu'un autre avait trahi. Jamais Troyes n'avait été aussi préparé, aussi méfiant, ni aussi protégé. Et cela fonctionnait. Les rumeurs de complot secondaires commencèrent à s'estomper dans les semaines suivant l'échec de la tentative d'assassinat. Des officiers autrefois arrogants demandaient des postes plus discrets.
les ministères clés se conformaient à des directives plus strictes. La rapidité et l'efficacité de cette réforme sécuritaire étaient sans précédent dans le Sahel depuis des décennies, même aux yeux des observateurs internationaux, dont beaucoup avaient critiqué Troie pour ses stratégies populistes. Cependant, les forteresses ont un défaut, un seul portail ouvert suffit à l'ennemi pour s'infiltrer, peu importe la hauteur des remparts. Le champ de bataille est immense, et même si les murs récemment érigés par Troie sont imposants, il est désormais plus pertinent de se demander pourquoi il a dû se protéger, plutôt que comment il l'a fait. Participez à la libération totale de l'Afrique en laissant un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos informatives comme celle-ci. Pour évaluer la poigne de fer de Troie, il faut d'abord comprendre le champ de bataille qu'il a hérité, un terrain réel, loin des idéaux ou des discours. Un champ de bataille où les présidents ne perdent pas simplement des élections, mais disparaissent, où l'autorité ne s'exerce pas, elle est volée en pleine nuit, parfois par des murmures, parfois par des chars. Le Burkina Faso est ingouvernable depuis 5 ans, un territoire disputé. En septembre 2022, lorsque Troie a pris le pouvoir, il n'est pas entré dans un palais, il a plongé dans un abîme. Avant lui, Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef autoproclamé, avait promis de rétablir l'ordre après avoir renversé le président Kaboré. Mais il est devenu le symbole de l'inaction et de la dépendance envers des forces extérieures, notamment la France. Le pays continuait de saigner, des villages incendiés par des extrémistes, une armée en déroute interne, et une population désabusée face à un énième homme en uniforme incapable de la protéger. C'est à ce moment que Troie, à seulement 34 ans, a frappé avec un coup d'État audacieux et presque sans effusion de sang, destituant Damiba. Ce fut un rare moment d'euphorie nationale. Beaucoup voyaient en lui un Thomas Sankara moderne, jeune, rebelle et panafricain. Cependant, cet élan fut de courte durée, car les couteaux s'aiguisèrent dès que Troie prit le pouvoir. Entre 2023 et 2024, 4 tentatives de coup d'État distinctes visèrent son régime, des complots vérifiés par des initiés militaires, loin des rumeurs ou spéculations. Certaines de ces conspirations touchaient le cœur du leadership burkinabé, à peine quelques mois après son arrivée au pouvoir. La première tentative, orchestrée par des officiers loyaux à Damiba, était soutenue, selon certains, par des acteurs locaux opposés aux positions anti-françaises de Troie. Ils l'avaient sous-estimé. Troie rappela publiquement à la nation que tous les ennemis ne portent pas de kalachnikov ni de barbe, certains parlent français et arborent des étoiles. Une fois le complot déjoué et les arrestations effectuées, la menace ne s'arrêta pas là. Les tentatives suivantes furent plus insidieuses. Dans l'une, des officiers de rang intermédiaire, affectés à une installation militaire stratégique près de Ouagadougou, formaient secrètement des alliances, mobilisant l'opposition face à des mesures autoritaires et des salaires retardés. La quatrième tentative, la plus inquiétante, impliquait la gendarmerie nationale, révélant que la trahison s'infiltrait même au sein de l'élite militaire censée protéger l'État. À chaque complot, Troie devait s'adapter. Tous les adversaires n'étaient pas armés, certains brandissaient des micros, d'autres des mallettes. Les officiels occidentaux commencèrent à poser trop de questions. Des travailleurs humanitaires internationaux s'attardaient dans des lieux inappropriés. Des familles politiques, autrefois discrètes, se remirent à tester l'atmosphère. Ce n'était pas de la paranoïa, Troie ne pouvait plus ignorer une vérité résonnante. Il ne combattait pas seulement des rebelles. Outre le chaos à l'extérieur de la capitale, il était cerné. Les groupes insurgés déchirent le Burkina Faso, contrôlant partiellement ou totalement plus de la moitié de son territoire. L'État se rétrécit. Le drapeau ne flotte plus dans plusieurs régions, où des chefs locaux, des seigneurs de guerre et des militants jouent les rôles de législateurs, collecteurs d'impôts et bourreaux. Ce n'est pas un hasard si chaque complot gagnait en intensité après une victoire insurgée majeure. Chaque défaite sur le champ de bataille ne renforçait pas seulement la confiance des rebelles, elle exposait la vulnérabilité interne du gouvernement. Frustrés par le manque de coordination et la pénurie de ressources, des officiers militaires commencèrent à chercher des alliés. De plus, des acteurs internationaux, convoitant l'or, l'uranium et l'influence politique dans le Sahel, guettaient une brèche à exploiter. Ce terreau fertile donna naissance à l'offre d'assassinat de 5 millions de dollars, non pas un simple acte de violence, mais un investissement calculé. Le danger qui pesait sur Troie ne venait pas seulement de son pouvoir, mais de sa manière de gouverner, avec audace, patriotisme et en défiant ceux qui profitent de la faiblesse et de la division de l'Afrique. Ce type de leadership attire les ennemis. Troie savait que cette offre de 5 millions n'était pas la première tentative de corruption, c'était simplement la première avec un montant connu. Les 4 coups d'État révélaient quelque chose de plus terrifiant,
un officier supérieur, un homme à la table, un soldat en uniforme ou celui qui salue pouvait être l'ennemi. Ainsi, la réforme sécuritaire ne répondait pas à une menace précise, mais à une réalité où le silence pouvait cacher une conspiration et où la loyauté n'était jamais acquise. C'est pourquoi il a réorganisé sa garde, renforcé les services de renseignement, et mobilisé les citoyens pour former une armée supplémentaire. Car un coup d'État ne commence pas à la porte, il commence avec l'homme qui tient les clés. Et cet homme, désormais, scrute avec méfiance ce qui se cache derrière la prochaine porte. Une question résonne plus fort que n'importe quelle explosion, même si le pistolet n'a jamais tiré, qui a offert 5 millions de dollars? Qui était assez audacieux, capable et confiant pour tenter d'acheter l'homme le plus proche du président du Burkina Faso? Il ne spéculait pas sur la cible, il connaissait la vulnérabilité de Troie. La peur ne naît pas sur le champ de bataille, mais dans le calme, dans l'espace personnel. Il savait qui approcher, quand frapper et combien d'argent offrir pour inciter à la trahison. Ce n'était pas l'œuvre d'un simple rebelle. C'était l'initiative de quelqu'un convaincu qu'un assassinat bouleverserait non seulement le Burkina Faso, mais toute la région. Plutôt que de s'attarder sur les gros titres, suivons les indices. Au lieu de commencer par les exécutants, concentrons-nous sur les suspects les plus évidents, les figures militaires internes et les anciens dirigeants déchus par l'arrivée de Troie. Ces fantômes décorés, des régimes précédents avaient joui pendant des années de prestige, de richesse et d'un pouvoir incontesté. Marginalisés dès l'entrée en scène de Troie jeunes, rebelles et résolument panafricains, ils perdirent leurs privilèges. Fini les séminaires de formation sponsorisés par la France, les transactions d'armes discrètes et l'influence douce de l'ancien monde. Sous la houlette d'un jeune commandant, le Burkina Faso s'orientait vers une nouvelle voie, menaçant leur confort. Ensuite, il y a l'élite politique, ces familles intouchables liées à des entreprises mondiales, des organisations humanitaires et des investisseurs étrangers. Ce n'étaient pas des révolutionnaires, mais des marchands d'influence. Troie a coupé leurs canaux de pouvoir en expulsant les ONG liées à ces réseaux, en nationalisant des infrastructures clés et en réexaminant les contrats miniers. Pour eux, Troie n'était pas seulement une menace, il mettait en péril leurs finances. Mais l'ampleur de ce complot dépasse probablement les frontières du Burkina Faso. Depuis que la conspiration a été révélée, une méfiance tenace résonne dans les rues de Ouagadougou, la France est derrière tout ça. Aucune preuve concrète ni accusation formelle n'existe pour l'instant, mais le schéma est connu. La politique française au Sahel s'est effondrée comme un château de cartes depuis l'arrivée de Troie. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont tour à tour banni les médias français, annulé les accords militaires, réduit les ambassades et forcé le retrait des troupes françaises. L'ancienne sphère d'influence de Paris s'est transformée en un vide géopolitique. Ibrahim III, au cœur de cette tempête, était à la fois chirurgical et obstiné. Pour lui, la décolonisation était une politique quotidienne, pas un idéal. Lorsqu'il proclamait en public « La terre appartient au peuple, pas à l'empire », il ne se contentait pas de galvaniser les foules, il s'attisait une résistance enfouie depuis des décennies. Imaginez-vous en ancienne puissance coloniale, assistant à l'effondrement de votre stratégie. Une alliance anti-française émerge, votre influence s'amenuise, la Russie gagne du terrain, le soutien local croît, et d'autres dirigeants africains envisagent des voies similaires. Quand passez-vous de l'observation à l'action? Certains soupçonnent ainsi une implication officieuse des services de renseignement, via le balai bien rodé des intermédiaires bien financés, des contractants militaires privés, des campagnes de désinformation et des opérations niables. Ces outils ont déjà été déployés dans des zones instables où l'accès était facilité. Mais la France n'est pas la seule puissance avec des intérêts. Plus discrète, les États-Unis ont un enjeu stratégique dans les efforts de contre-insurrection au Sahel. Les réseaux de drones de Washington, ses modèles de coopération régionale et ses partenaires pour la stabilité sont perturbés par l'expulsion des forces occidentales et le rapprochement de Troie avec la Russie. Certains soupçonnent donc une implication, même informelle, des agences de renseignement américaines, via le même jeu de désinformation, de contractants privés, d'opérations niables et d'intermédiaires bien financés. Ces acteurs n'étaient pas des révolutionnaires, mais des marchands d'influence. Troie a brisé leur réseau de pouvoir. Comme un chef de guerre préparant un siège, Ibrahim III a consolidé sa présidence après l'échec de la tentative d'assassinat à 5 millions de dollars. Il a restructuré les chaînes de commandement, intensifié la surveillance numérique, recruté des informateurs privés et multiplié les barrières de sécurité. Sur le papier, il semble inatteignable. Mais en réalité, les flammes extérieures s'embrassent davantage, malgré des remparts plus hauts. Repousser des assassins n'est qu'une facette de la sécurité au Burkina Faso.
il s'agit de naviguer dans un labyrinthe d'ennemis aux trajectoires imprévisibles. Certaines menaces, encore inexistantes, surgissent soudain, attisées par l'argent, la vengeance ou le désespoir. D'autres se cachent sous des uniformes, des costumes ou des sourires. Tel est le paradoxe auquel Troie fait face. En maintenant son pouvoir, chaque instant devient sa plus grande fragilité, plus qu'un ennemi. Chaque réforme qu'il impose prive quelqu'un de pouvoir, de richesse ou d'influence. Un contrebandier perd une route à chaque frontière verrouillée, un diplomate s'indigne pour chaque contrat refusé à une firme française. Troie gagne des jours de répit, non des certitudes. Examinons d'abord la loyauté humaine, le socle de sa nouvelle stratégie sécuritaire. Troie redouble d'efforts pour filtrer, surveiller et récompenser son entourage proche. Mais les hommes sont versatiles. Le silence peut ronger la fidélité, surtout dans un contexte où le pouvoir change vite. La renséure couvre discrètement peur, jalousie, ambition. Aucun dispositif de surveillance, aucune enquête d'antécédent ne peut anticiper une trahison encore en germe, car ces failles érodent l'intimité de tout cercle restreint. Par ailleurs, le réseau de renseignement de Troie est plus actif que jamais, traquant les flux financiers, recensant les rumeurs militaires et scrutant les échanges. Mais surveiller n'est pas comprendre. On peut écouter des appels, décrypter des courriels, mais pas capter les regards furtifs dans un couloir ou les murmures tardifs dans une cour. Renforcer l'emprise engendre souvent le désespoir, l'exact opposé de l'objectif visé. Les volontaires dévoués à la cause, les officiers écartés d'une promotion, les fidèles se sentant sacrifiables constatent l'abandon de leur village. Une tension explosive s'installe. Au Burkina Faso, où les complots se murmurent avant d'être déjoués, la prochaine intrigue reste floue, flottant dans l'atmosphère. Même les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, parmi les plus loyaux soutiens de Troie, ne sont pas immunisés contre cette usure. Beaucoup opèrent dans des conditions éprouvantes, avec un soutien limité, souvent sous-payé ou non rémunéré. Leur attachement à Troie, bien que sincère, a ses limites dans les zones de conflit. S'ils se sentent manipulés comme des pions sans réel pouvoir, ou si leur morale s'effrite, leur loyauté peut s'effondrer. L'environnement extérieur constitue une autre menace qu'aucune réforme sécuritaire ne peut totalement neutraliser. En se rapprochant de la Russie et de l'alliance militaire du Sahel, Troie s'est fait des alliés, mais aussi des cibles. Certains guettent, tandis que l'Occident observe. En géopolitique, attendre est souvent plus périlleux qu'attaquer. Cela laisse aux adversaires le temps de planifier avec soin, méthode et déni plausible, aux alliés celui de douter, aux incertitudes celui de croître. Une attaque économique peut être aussi létale qu'un assassin, des entreprises technologiques peuvent couper des accès, des systèmes bancaires étrangers suspendre des aides. Troie ne reste pas silencieux. Sa voix porte assez loin pour résonner au Niger, au Mali, au Tchad, en Afrique du Sud, et pour raviver l'esprit de Sankara. C'est pourquoi quelqu'un a offert 5 millions de dollars, non pour éliminer un homme, mais pour étouffer un mouvement. Pourtant, bien que le complot ait échoué, le message a marqué les esprits. Cela nous amène à une autre question, les algorithmes peuvent amplifier le mécontentement, mais le Burkina Faso lutte déjà contre des conflits invisibles, dont certains échappent aux manchettes. Puis il y a l'opinion publique, bouclier ou venin. Pour l'instant, Troie jouit d'un large soutien en Afrique, vu comme un symbole de résistance par les jeunes, les communautés rurales et les intellectuels anticolonialistes. Mais ce soutien est fragile et exige des résultats. L'insurrection fait toujours rage, de nombreuses régions demeurent sans loi. Si rien ne s'améliore, même les plus fervents partisans commenceront à poser des questions épineuses. De plus, la chute de Troie pourrait ne pas venir d'une balle ou d'un coup d'État, mais d'un silence, un silence dans les rues, parmi le peuple, là où des acclamations résonnaient jadis. Revenons à la question, Troie est-il en sécurité aujourd'hui? Il est plus protégé qu'avant, mais loin d'être à l'abri. Le temps est un allié infidèle, mais il l'a gagné. Cependant, le temps scrute aussi le prochain homme, le système qui l'entoure, l'économie, le moral, les alliances, les rumeurs dans les tentes militaires et les étals des marchés. Si le palais est fortifié, ces éléments sont plus difficiles à sécuriser. L'histoire montre que, au Burkina Faso, ce n'est pas la solidité des remparts, mais l'élan qui sauve les dirigeants. Si Troie ne maintient pas cette dynamique, ses ennemis n'auront pas besoin d'un autre 5 millions de dollars. Un instant de vulnérabilité suffira. Pensez-vous qu'ils parviendront à éliminer Troie? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Nous explorons la riche histoire, la culture et la lutte continue pour la souveraineté en Afrique. Rejoignez cette conversation cruciale en vous abonnant à notre chaîne.
En vous abonnant, vous ne faites pas que vous informer, vous intégrez un mouvement dédié à restaurer la place légitime de l'Afrique sur la scène mondiale.